Née à Berlin, Marie Malavoie arrive au Québec à l'âge de 3 ans. Militante au Parti québécois, elle est élue députée de Sherbrooke en 1994. Elle revient à l'Assemblée nationale en 2006 comme députée de Taillon. Ministre de l'Éducation, du loisir et du sport, elle met fin à sa carrière politique en 2014. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, Madame Malavoie. Bonjour, Monsieur Grant. Bienvenue à Mémoire de député. À Taillon, vous étiez réélu en 2007, 2008, Oui. 2012, et en 2012, vous êtes devenu ministre de l'Éducation. Est-ce que le ministère de l'Éducation est aussi difficile que les gens prétendent? Vous dites ça avec un grand sourire. Bien, c'est parce que je n'avais pas la responsabilité du tout. Je dirais que, bon, d'abord, c'est passionnant. Je crois qu'il faut d'abord dire que le ministère de l'Éducation, c'est passionnant à cause des enjeux qui traversent ce ministère et qui traversent toute la société. Mais cela dit, c'est vrai que c'est exigeant, que c'est parfois difficile et que c'est un domaine dans lequel il y a tellement de choses à faire que vous n'avez jamais ou rarement la satisfaction du devoir accompli parce que pendant que vous réglez un problème quelque part, il y en a un autre qui survient. Donc, il ne faut pas aller là la bouche en cœur en pensant que ça va être un petit fleuve tranquille. C'est toujours plein d'embûches, c'est toujours des fois plein de pièges. En même temps, c'est quelque chose qui est fascinant parce que tous les gens qui gravitent autour du ministère de l'Éducation sont aussi des gens qui prennent très, très à cœur leur mission. Et nous, on participe de cette mission-là. Quand on est ministre, là, est-ce que c'est des grosses choses, des grosses affaires qu'on regarde, ou les tout petites affaires qu'on regarde, qui viennent nous attraper? Je dirais qu'on part avec l'idée qu'on a, puisqu'on est toujours lié à un parti politique, on a comme des mandats. OK, ou une vision. On a une vision, puis on a aussi des choses à faire. Par exemple, moi, je devais mettre sur place des maternelles 4 ans pour les enfants des milieux défavorisés. Donc, j'avais une loi à faire passer. Ça, c'est quand même quelque chose, je dirais, d'assez gros, parce que ça va toucher toutes les régions, beaucoup d'acteurs, etc. Mais dans le quotidien, pendant que vous travaillez, par exemple, ce projet de loi pour les maternelles 4 ans, il y a des toits qui coulent dans les écoles. Il y a des inspecteurs qui font venir des ingénieurs et qui détectent des moisissures dans les murs d'autres écoles. Il y a des problèmes avec des professeurs qui réclament un certain nombre de choses, avec raison. Je ne dis pas que les choses ne soient pas légitimes, mais vous êtes tout le temps sous les feux de la rampe. Je vous donne un exemple. Quand je suis arrivée, moi, j'avais mes mandats à l'esprit. Les maternelles 4 ans, lutter contre le décrochage scolaire, une politique du loisir et du sport, etc. Les journalistes dans le corridor me parlaient de 2 choses, tous les jours. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'anglais intensif ? Parce que le Parti québécois avait dit, nous, on va mettre fin à l'obligation de l'anglais intensif pour tout le monde à la fin du primaire. Et qu'est-ce que vous allez faire avec les tableaux blancs interactifs? Parce que Jean Charest avait décidé qu'il y en aurait dans toutes les écoles. Puis, de fait, il y en a beaucoup qui étaient encore en stock. Et puis, les gens critiquaient cette politique-là. On me demandait ça. Alors, moi, je voulais leur parler de décrochage scolaire. On me disait, ah, les tableaux blancs interactifs, qu'est-ce que vous allez faire avec? Il y a toujours, donc, cette espèce d'équilibre à trouver entre ce qu'on veut faire, les traces qu'on veut laisser, et ce que le quotidien nous apporte, pas toujours dans l'ordre où on voudrait qu'on nous l'apporte. Nous, on aimerait bien avoir un plan d'action puis le faire à notre rythme, mais le quotidien, surtout quand il y a des problèmes réels, importants, comme des moisissures dans les écoles, ça veut dire des élèves qui vont être changés d'école, souvent pour une longue période. Donc, évidemment, autour de ça, il y a des parents qui sont inquiets, il y a des enseignants qui le sont, et il faut s'en occuper. Et c'est ça qui est le plus difficile, c'est cet équilibre à tenir. Si vous ne faites qu'être à la remorque de l'actualité, vous ne faites rien. Mais si vous y allez en vous disant « moi, je suis venu pour telle mission et puis que tout le monde suive mes ordres », vous ne faites rien non plus. Parce qu'il faut
un équilibre, je dis, entre le quotidien puis vos projets. Puis il faut aussi un autre équilibre qui est... au moins ça, je l'avais compris déjà quand j'étais à la culture. J'étais arrivée au moins avec une connaissance de quelque chose qui est l'arrimage entre le palier politique et le palier administratif. Quand vous êtes élu, vous arrivez ministre, vous avez derrière vous donc votre expérience à vous, puis vous avez un programme. Mais la machine administrative, là, ce sont des fonctionnaires de haut niveau, compétents, qui doivent être convaincus de travailler avec vous. Vous ne pouvez rien faire sans leur accord. Vous ne pouvez pas commander à votre sous-ministre et à vos sous-ministres adjoints, puis au directeur de service, d'aller dans tel sens, tout simplement par autorité. Vous avez une autorité formelle, mais elle sert strictement à rien si vous n'arrivez pas à obtenir la collaboration des gens. Et ça, c'est un art. Et ça, c'est difficile. Si vous dites, voici ce qu'on va faire, puis que le navire suive, le navire là, de l'éducation, c'est un gros navire, puis comme on dit en québécois, il ne se revire pas sur un dixaine. Et que si vous voulez changer un peu de cap, il faut vraiment prendre soin de ça. Qu'est-ce qu'il y avait dans vos mandats, dans vos idées vraiment que vous tenez à cœur, que vous avez réussi, dont vous êtes les plus fiers à l'éducation? Il y a, d'abord, je suis restée 1 an et demi, hein, donc c'est sûr que j'avais des ambitions pour plus longtemps, mais enfin, je suis restée 1 an et demi. Les maternelles 4 ans dont je vous parle pour les enfants de milieux défavorisés, je suis fière de ça parce que dans une approche de décrochage scolaire, de lutte contre le décrochage scolaire, on sait maintenant qu'il faut commencer très tôt. Et quand des petits-enfants sont dans des milieux tels qu'ils n'ont pas été à la garderie, parce que leurs parents, dans ces milieux-là, puis on n'a pas à le discuter, c'est comme ça. Leurs parents disent, moi, mes enfants, je suis capable de les garder. Fait qu'ils les gardent jusqu'à l'école. Et souvent, les enfants arrivent avec des déficits au plan du langage, au plan du comportement social. Ils n'ont pas développé des choses que des petits-enfants en garderie ont développées. Ils arrivent avec des retards qu'ils ne rattrapent jamais. Ils arrivent à 5 ans et on sait déjà qu'on peut prédire qu'ils vont avoir des échecs scolaires et éventuellement de l'abandon scolaire. Donc, permettre à ces enfants-là de se donner une chance dans la vie, je suis fière d'avoir pu le faire. Je suis aussi fière d'autre chose, complètement dans un autre ordre, mais parce que c'était périlleux, c'était la réforme des cours d'histoire en secondaire 3 et secondaire 4. Vous savez, la chef, la première ministre, dans son discours inaugural, elle donne des mandats à chacun. Moi, elle m'avait dit les maternelles 4 ans, elle m'avait dit les cours d'histoire, puis elle m'avait dit une politique du loisir et du sport. Le cours d'histoire, en plus, quand on est du Parti québécois, c'est très suspicieux de se mêler de ça, parce qu'on nous accuse de vouloir réécrire l'histoire à notre faveur. Et donc, moi, j'ai vraiment pris le temps. J'ai commencé d'une manière, j'ai rajusté mon tir. J'ai été chercher quelqu'un qui s'appelle Jacques Beauchemin, qui est un sociologue spécialiste de l'histoire du Québec. Il s'est entouré de gens et on a produit une réforme, franchement, qui est bien acceptée, qui remet de l'intérêt à l'enseignement de l'histoire pour les jeunes. Et ce que j'en sais, c'est que ça marche bien. Donc ça, je suis fière de ça. Mais voyez, j'ai fait une conférence de presse pour annoncer le nouveau cours d'histoire. Il y avait du monde. Il n'y a pas eu beaucoup de résonance dans les médias, parce que ça, vous me permettrez de dire ça, des fois quand ça va bien, il y a moins de résonance que quand on se casse la figure. Bon, je ferme la parenthèse. Mais j'ai vu à cette conférence de presse des professeurs d'histoire, les larmes aux yeux, me prenant les mains, me disant « Je vous remercie de nous permettre de faire notre travail comme il faut ». On se sentait prisonnier du cours précédent. Je vous remercie. Ils étaient émus. Et moi, en retour, j'étais émue aussi. Je me disais, mon Dieu, ça, vous voyez, c'est une chose dont il faut qu'on se mêle. Ça, je sais que comme ministre, si je m'en étais pas mêlée, ça ne serait pas arrivé. C'est trop difficile de demander à une machine de produire ça d'elle-même. Mais si on arrive à travailler ensemble, on est capable de le faire. Qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir pu faire? Oui, ben en fait... 1 an et demi, c'est pas long. Non, c'est vraiment pas long. Ben, je regrette une chose qui était vraiment prête. La politique du loisir, du sport et de l'activité physique, elle était écrite. Il y a eu une vaste consultation à travers le Québec
menée par mon collègue Sylvain Paget, qui était mon adjoint parlementaire. Et au terme d'une bonne année de réflexion, on a écrit une politique du loisir, du sport, de l'activité physique, faisant un état des lieux, se donnant des cibles, envisageant des moyens. Moi, j'avais à l'esprit même qu'il faudrait probablement discuter, là, que ça ne se ferait pas du jour au lendemain. J'avais à l'esprit qu'on augmente le temps obligatoire de cours d'éducation physique dans les écoles et même qu'on s'organise pour qu'il y ait du temps en plus, pas dans le cursus, mais pour que les jeunes fassent du sport. Ça, là, c'était écrit. C'était même mis en page, j'avais même des maquettes avec des encadrements, c'était prêt. Puis le gouvernement a choisi de ne pas le diffuser avant la campagne électorale, donc c'est resté sur les tablettes, et comme c'est plus un gouvernement du Parti québécois, ça y est probablement encore. Donc j'ai un regret pour ça. Pour le décrochage scolaire, j'ai un regret également, parce que je vous parle des maternelles 4 ans, il y a bien d'autres choses à faire. Et après 1 an et demi, dans le fond, on sait tout ce qui est entrepris et qui mériterait d'aller plus loin. Et bon, à un moment donné, quand on renonce et on sait que c'est plus à nous de poursuivre. Mais il y a toujours un petit deuil, là encore, à faire de ne pas aller jusqu'au bout de ce qu'on a entrepris. Je sais que vous n'étiez pas seulement ministre de l'Éducation, mais vous étiez impliqué avec vos collègues dans d'autres dossiers aussi. Lesquels vous ont impressionné le plus, vous donnez plus de plaisir, de satisfaction même? Je dirais que toutes les discussions qu'il y a pu y avoir autour de mourir dans la dignité, ça a été chercher tout le monde. C'était quelque chose qui était important, je pense. Mais j'ai eu également du plaisir parce que j'étais ministre responsable de la Montérégie, qui est une très, très grande région. Et là encore, ça a l'air de rien, mais c'est aussi beaucoup de travail, s'occuper d'une région. Et donc, je vous dis ça parce que j'ai eu également du plaisir à discuter des questions de transport et de planification de transport collectif. La bataille pour le SLR sur le pont Champlain, j'ai participé à ça. Donc, pas être juste dans son secteur, mais en même temps savoir qu'en étant finalement dans une collégialité, un conseil des ministres, c'est comme ça, on peut discuter de dossiers profonds, on peut aussi être de la partie pour des avancées dans d'autres domaines. Pareil pour la santé, par exemple. Ma politique d'éducation, du loisir et du sport était en harmonie avec une politique de la santé, de la prévention en santé de Régent Hébert, qui était ministre de la Santé à l'époque. Donc ça, c'est intéressant, de ne pas être en vase clos, mais de travailler en complémentarité. J'ai lu quelque chose, il y avait une continuité dans votre profession antérieure, quand vous avez pris cause pour les femmes, c'était l'équité salariale. Est-ce que ça aussi, c'était quelque chose d'important pour vous? Oui, c'est je dirais, un dossier qui m'aura marqué dans ma vie politique. Je vous resitue. Donc, après 1994, je n'étais plus ministre de la Culture. Je suis redevenue députée, adjointe parlementaire de Louise Arel, qui était ministre de l'Emploi, de la Solidarité et de la Condition féminine. Elle a comme mandat de faire avancer l'équité salariale. Puis, à l'époque, honnêtement, c'était difficile. Parce que, comme ça arrive souvent, puis là, je parle de nos propres troupes à nous, on dit, c'est beau la vertu, l'équité salariale, que les femmes gagnent un juste salaire équivalent à celui des hommes pour des métiers équivalents. Okay, tout le monde est pour ça. C'était dans notre programme au Parti québécois, mais, nous répondait-on, on n'a pas les moyens. Les finances de l'État sont telles qu'on n'a pas les moyens. Alors, évidemment, Louise et moi, qui sommes des féministes convaincus et de longtemps, on disait, mais ça ne se peut pas qu'on n'ait pas les moyens quand il s'agit des femmes, puis qu'on ait les moyens quand il s'agit d'autres choses. Les femmes n'ont pas à faire les frais de ça. Si c'est une question d'équité, il faut y arriver. Donc, on a travaillé, elle et moi, et elle m'a confié, entre autres, un groupe de travail dans lequel il y avait autour de la table et des patrons, et des groupes communautaires, et des syndicats, pour qu'on essaie de trouver, ce n'était pas évident. Je dis, la première fois que je suis entrée là, j'étais un peu naïve, je crois. Parce que Louise me disait, oui, vas-y, tu es capable, vas-y. Et quand j'ai vu ces gens-là autour de la table, évidemment, ça tirait dans tous les sens.
puisqu'ils n'avaient pas, les syndicats, les patrons et même les groupes de femmes, ils n'avaient pas les mêmes points de vue. Mais j'ai dit, écoutez, on va essayer de trouver qu'est-ce qui est le tronc commun, sur quoi on peut s'entendre. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut s'entendre? Puis après, on va aller en élargissant. Ça a été une très belle expérience parce qu'il a fallu convaincre les gens à l'extérieur, mais convaincre mes collègues. Si on avait fait voter la loi sur l'équité salariale au caucus du Parti québécois au début, on perdait. On perdait. Pour des raisons... Ben parce qu'on n'avait pas les moyens, parce qu'aussi les gens mélangeaient beaucoup à l'époque l'égalité et l'équité salariale. Ils disaient, ben, les femmes gagnent le même salaire que les hommes quand ils font le même métier. Oui, mais pourquoi? Je vous donne un exemple qui est amusant. Pourquoi un gardien de zoo gagnait-il beaucoup plus cher qu'une éducatrice en garderie? Parce que c'est plus important de s'occuper d'un animal que d'un petit enfant. Fait que là, quand on disait ça, les gens comprenaient quelque chose. Mais sur le coup, l'équité salariale, ce n'était pas un dossier qui apparaissait très clair. Alors, on a vraiment travaillé très fortement. 2 ans, ça a pris 2 ans faire ça. Et moi, je vous ai dit que je faisais des fiches de temps en temps. Mais là, je m'étais fait des fiches avec mes collègues. Et puis, je mettais leur nom, mes collègues ministres, parce qu'il fallait que ça passe au Conseil des ministres. Et puis, je mettais leur point de vue, s'ils étaient des sympathisants ou plutôt des adversaires ou plutôt indécis. Et puis, quand j'étais pas sûre, j'allais m'asseoir à côté d'eux en chambre quand on avait un petit temps libre. Je discutais avec eux et je revenais vérifier mon pointage après. J'ai fait de l'organisation politique et il y a eu évidemment beaucoup de pression aussi de tous les milieux, mais je dirais que notre part à nous, ça a été ensuite de faire un projet de loi qui tienne la route, qui garde l'essentiel, qui élimine ce qui était inacceptable pour les uns et pour les autres. Et je pense que pour le Québec, c'est une loi qui a été une grande avancée et que personne maintenant ne la conteste. Et je suis fière, je serai toujours fière dans mon parcours politique d'avoir été l'adjointe de Louise Arel dans ce dossier-là, puis d'avoir vraiment vu comment on fait de l'intérieur pour faire une loi qui peut, oui, changer la vie des gens. C'est un bel exemple. Parlez-nous de, personnellement, vos relations, votre appréciation, parce que vous avez eu plusieurs chefs dans votre parcours. Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, Bernard Landry, André Boisclair, Pauline Marois. C'est vrai. Quand on a eu 5 chefs, on a l'impression que ça fait longtemps qu'on était là. C'est sûr que mes rapports sont différents selon ce qu'étaient ces gens-là, aussi de mon point de vue. Monsieur Parizeau, c'est celui qui est venu me chercher et c'est celui, comme je vous disais, quand j'ai dû démissionner, qui m'a défendu. Il a une place pour moi très, très spéciale. C'est un homme d'une envergure très grande. C'est un homme qui, je dirais, a son caractère. Puis il y a des choses qu'il a pu dire parfois qui n'étaient pas forcément mes opinions. Mais c'est un homme libre. C'est un homme qui était convaincu. C'est un homme qui allait au bout de ses idées. J'ai un respect immense pour lui. Lucien Bouchard, c'est un type passionnant. C'est un type très charismatique, en même temps portant les inquiétudes du Québec. Par rapport à la souveraineté, autant M. Parizeau était très direct, Lucien Bouchard, c'est quelqu'un qui vivait, comme René Lévesque d'ailleurs aussi, je crois, une espèce de tempérament avec de l'inquiétude au fond de lui. En même temps, c'était important parce que ça éclairait peut-être notre conscience collective, Lucien Bouchard. Moi, j'ai regretté qu'il s'en aille. Je trouve qu'il avait un charisme fou. Et bon. Après, il y a eu des bouleversements. Bernard Landry, c'est quelqu'un qui est le plus, je dirais, peut-être pas le plus, parce que M. Parizeau également, mais au plan des idées, Bernard Landry, c'est hors pair. Bernard Landry, à l'Assemblée nationale, vous pourriez écouter toutes ses interventions, tout le temps où il a été là, c'est toujours intéressant. Toujours intéressant. C'est un côté professeur aussi qu'il a, mais il était vraiment passionnant. Quand Bernard Landry a démissionné un soir de congrès, vous vous souvenez, en 2005, moi, là, j'étais présidente de l'exécutif jusqu'au dimanche. Le samedi, je fais juste une petite parenthèse, le samedi, il y a un journaliste qui me dit « Madame Malavoie, vous devez vous sentir bien le samedi après-midi parce que demain, vous terminez votre mandat. » Ça faisait 5 ans que j'étais là. Je dis « Oui, vraiment, je suis en train d'atterrir. » Le samedi soir, Bernard Landry démissionne. Fait qu'on a remis les moteurs en plein congrès. Un congrès, c'est 2000 personnes. Le chef démissionne.
Fait qu'on a fait une cellule de crise, on a géré ça de notre mieux, mais vraiment, je l'ai vécu difficilement. André Boisclair a été là peu de temps. Alors, avec André Boisclair, ça a changé parce que j'avais une relation avec quelqu'un de plus jeune que moi. Les autres, c'était des aînés. André Boisclair, c'était un plus jeune que moi. Et je reconnaissais sa fougue, je reconnaissais sa volonté de faire les choses. Ça n'a pas duré longtemps et effectivement, il est parti après la défaite. Donc, je garde de l'affection pour André Boisclair, mais j'ai bien compris que ça n'avait pas pu s'incarner suffisamment, ses talents dans la politique québécoise à ce moment-là pour qu'il demeure. Et puis, Pauline Marois, c'est comme si c'était ma génération exactement qui arrivait au pouvoir. Pas juste ma génération, une femme aussi. Alors, on a à peu près le même âge, donc on fait partie des femmes qui ont commencé à faire de la politique au moment où ça n'était plus une exception. Mais ce n'était pas encore la norme, ce n'était pas encore facile. Puis ça ne l'est toujours pas. D'ailleurs, on a reculé à l'Assemblée nationale. Hein. On est moins de femmes en pourcentage qu'à la législature précédente. Donc, ce n'est pas donné. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on était des femmes qui avaient déjà vécu différentes bagarres et qui avaient une certaine assurance que c'était un milieu qui était fait pour elles également. Donc, ça a été pour moi une façon de voir arriver quelqu'un de ma génération aux plus hautes fonctions, et ça, c'était bien. Voulez-vous parler de l'élection? De l'élection, la dernière élection que vous avez perdue? En fait, la dernière élection, moi, je me suis retirée. Oui. Juste avant. Oui, mais ça fait de vous une bonne observatrice. Oui, ça fait de moi une bonne observatrice. Ce qui est difficile dans une élection, c'est que si vous déraillez un tout petit peu, étant donné que c'est si court, et pas comme M. Harper a fait avec une élection qui durait des mois, une campagne qui durait des mois, vous déraillez un tout petit peu, puis je pense qu'il y a eu ça au départ où on s'est mis à parler de référendum et de choses autour du référendum, ce qui n'était pas du tout l'objet de la campagne. C'est très dur à rattraper. Et je pense qu'il y a eu des erreurs stratégiques importantes. Ce qui est dommage pour le Parti québécois, c'est qu'on était comme revenu pour gouverner le Québec encore un bon moment. Moi, j'ai laissé sur le chantier bien des dossiers. Beaucoup de mes collègues ont laissé des choses également. Il y a des affaires que les libéraux reprennent, mais il y en a beaucoup qui laissent tomber. Donc, c'est un deuil quand même de se dire 1 an et demi, c'est vraiment court. C'est comme une malchance aussi d'avoir pas réussi à demeurer en place. Et pourquoi vous n'étiez pas là pour cette campagne-là? Oui, moi, je n'étais pas là, à vrai dire, ça s'est décidé vite. Hein. Ce n'est pas quelque chose que j'ai annoncé là, de très long terme. Je voyais qu'il y avait une carte qui était en train de se mettre en place, entre autres avec des forces nouvelles dans le domaine de la santé. Puis, bon, j'aurais pu dire, je reste là de toute façon, mais j'ai comme pesé le pour et le contre. J'ai aussi pas pris conscience de mon âge, parce que je le sais très bien, mais j'ai quand même réfléchi aussi en tenant compte de mon âge, et on peut dire j'ai cédé la place. C'est ça que j'ai fait. J'ai cédé la place. Et puis, en pensant que le Parti québécois reprendrait le gouvernement. Voyant qu'on était dans l'opposition, je vous avoue que l'opposition, j'y ai été des années dans ma vie, et je ne rêverais pas d'y être encore. Là. Ça ne me semble pas... Pour moi, pour quelqu'un qui est plus jeune ou qui en est à ses premières armes en politique, l'opposition, c'est la meilleure école. Mais quand vous l'avez fait des années, finalement, terminer comme ministre de l'Éducation, je pense que ce n'était pas une mauvaise chose pour moi. Et maintenant? Maintenant. Qu'est-ce que quelqu'un qui a fait de la politique pendant toutes ces années, qui a milité pendant toutes ces années, qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant? Bien, c'est sûr qu'il faut très bien savoir qu'on n'est plus dans la course. Donc, on ne s'en mêle pas comme si on était encore là. Je garde de la passion pour ça. C'est sûr que je suis ce qui se passe, puis des fois, j'aurai des idées. Des fois, l'ambiance et mes collègues me manquent, ou l'ambiance du Parlement. Mais quand on dit ça, c'est comme quand on a des vieux souvenirs dont on n'extrait que les meilleurs aspects. Parce qu'il y a des choses fatigantes en politique qu'on n'aime pas. Donc, il y a des choses
que j'aimais, qui peut me manquer. Il y a une chose que je fais et qui va me garder quand même en lien, je pense, avec ce milieu-là. On parlait tout à l'heure des femmes en politique. Avec Rita Dion-Marcelet, qui est une collègue qui a été députée et ministre du Parti québécois, on est en train de mettre sur pied un comité lié à l'amicale des anciens parlementaires, non partisans, pour aider les femmes qui veulent faire de la politique. Et en ayant comme point d'appui des ex-parlementaires qui donc ont fait de la politique et qui sont dans toutes les régions du Québec. J'ai même l'ambition qu'on déborde sur la francophonie. Donc, je crois qu'il y a là un rôle à jouer. Je pense que des femmes qui ont fait de la politique peuvent en parler à d'autres mieux que personne, parce qu'il y a une expérience vécue. Et je n'accepte pas qu'actuellement, il y ait moins de femmes qu'il y en avait la dernière fois. Je ne pense pas que la place des femmes soit acquise à tout jamais. Et dans mon histoire à moi, j'ai enseigné en études sur les femmes, j'ai milité dans des groupes de femmes. De retrouver ce filon-là, ça me plaît, puis ça me permet de mettre à contribution les différentes parties de ma vie. Je n'irais pas faire quelque chose de complètement différent. Mais là, c'est une suite logique pour moi. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je travaille à ça. Et puis, c'est classique, mais enfin, je suis une grand-mère, plus grand-mère que je ne pouvais l'être avant. Et ça, c'est agréable aussi, avoir un peu de temps dans la vie pour faire un horaire différemment de ce qu'on fait. Quand on venait au Parlement, moi, je disais à ma famille, je m'en vais au régiment. Parce que là, tout est ordonné, tout est... Puis il y a des lignes d'autorité très précises. Vous êtes obligé de suivre le mouvement, suivre la cloche, suivre vos tours de parole, c'est minuté, c'est quelque chose de régiment. Et quand je vous dis ça, je prends une image masculine parce que précisément, c'est un monde qui est encore très masculin et qui demande pour une femme en politique beaucoup d'adaptation. On n'est pas dans ce moule de la politique autant que les hommes qui très souvent rêvent de ça depuis qu'ils sont tout petits. Les femmes n'ont pas rêvé d'être des chefs. C'est autre chose qu'on leur proposait comme modèle. Alors on devient des chefs et on peut le faire très bien, mais c'est moins inscrit, je dirais, dans nos gènes. Et donc si je peux contribuer, moi, ayant terminé ma vie politique active, à aider des femmes à traverser les embûches pour qu'elles-mêmes prennent le relais, pour gouverner le monde à deux, les hommes et les femmes. Je pense qu'on doit gouverner le monde, comme je crois d'ailleurs qu'on doit se mêler de la famille à deux. Je pense que dans tous les domaines de la vie, il y a un équilibre à trouver entre les hommes et les femmes. Et voilà, il y a une lancée, puis je voudrais participer à la suite. Merci, Madame Malamon. Merci à vous.